Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous retrouver sur le live de Bibliothèques sans frontières pour une conférence cet après-midi avec Cléo Colomb, qui est maîtresse de conférence à l'Université Paris-Saclay et qui a deux casquettes. L'une qui est la philosophie, qui va être le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, et l'autre qui est celui des sciences de l'information et de la communication, qu'on va en réalité aussi toucher au cours de cette conférence. Merci énormément Cléo d'être avec nous aujourd'hui. Merci surtout à vous pour l'invitation et aux gens qui sont là. J'espère qu'il y en a. Bien, n'hésitez surtout pas à interagir avec Cléo Colomb durant cette conférence. Elle vous invitera notamment à participer à travers les commentaires du live et bien sûr, nous prendrons toutes vos questions à la fin de son intervention. Donc, n'hésitez pas à les poster tout au long de cette conférence. Je vous rappelle que ces conférences sont vraiment ouvertes à tout le monde, au grand public. L'idée est de profiter de ce confinement pour explorer des sujets sur lesquels on n'a pas forcément tout le temps de réfléchir. Et donc, nous avons la chance de recevoir une série de chercheurs qui viennent nous parler de leur domaine de recherche et qui, sur une demi-heure, vont vous partager leurs travaux et surtout sont là à votre disposition pour répondre à vos questions et échanger avec vous. L'idée est vraiment que cette conférence soit la plus interactive possible. Donc, n'hésitez surtout pas à commenter et à poser vos questions. Et sans plus tarder, je vous propose que nous écoutions Cléo Colomb, qui est maîtresse de conférence à l'Université Paris-Saclay, autour de ce concept philosophique, le travail et les liens avec les techniques. Merci encore, Cléo, d'être avec nous et je vous laisse le micro. Merci. Alors, ouais, je vais essayer quand même de vous poser quelques questions. On va essayer d'être, même si c'est un peu artificiel, d'être un peu interactif. Parce que quand on est enseignant durant cette période de confinement, c'est vrai qu'on est souvent assez seul. On parle à des fantômes, on fait des cours, on n'a plus les étudiants. Ça va vraiment que dans un sens. Et moi, j'avoue être assez mal à l'aise avec ça. J'ai toujours encore un peu de mal avec le dispositif, bien que j'adore l'informatique, que ça m'intéresse et que j'aime bien explorer des nouvelles techniques aussi, des nouvelles modalités d'enseignement. Alors oui, donc il s'agissait de parler autour de travail et technique. C'était des notions qui étaient censées être vues pour l'épreuve de bac. Bon, ce n'est plus le cas, il y aura plus vraiment de bac cette année, mais la question de la technique et du travail, surtout quand on les lit, ça reste des questions intéressantes. Alors là, c'est juste un peu étrange parce que je vous ai parlé du souci de l'interactivité, et là, je parle face à juste une image de moi-même, donc c'est assez perturbant. Je ne sais pas qui je dois regarder. Je regarde la caméra, donc je me regarde moi-même. Donc je vais faire un effort de projection en imaginant que vous êtes là. Voilà. Alors, technique et travail. Comment y réfléchir un petit peu à tout ça? La première question que j'aimerais peut-être poser, c'est là, juste là maintenant tout de suite, est-ce qu'on est en train de travailler? Est-ce que, par exemple, est-ce que moi, je suis en train de travailler? Est-ce que vous êtes en train de travailler? Est-ce que Mui Cheng est en train de travailler? Bon, je ne sais pas si quelqu'un répond. Quelqu'un aurait envie de répondre. Est-ce que est-ce qu'on travaille? Alors, bon, je ne sais pas si je verrai vos réponses, mais je pense qu'on peut apporter plusieurs réponses à cette question-là. D'abord, je vais prendre mon cas à moi. Est-ce que je travaille sachant qu'on est un jeudi 17h36, un jeudi de vacances scolaires, alors que je suis enseignante? Est-ce que si j'enseigne des choses ou je parle philo pendant une période de vacances scolaires, est-ce que je suis en train de travailler ou est-ce que c'est un temps de loisir? Ça, je crois que je suis déconnectée.
Je crois qu'il y a eu un problème de connexion. Donc, oui, on est les vacances, c'est 17h36. Est-ce que je travaille? Et vous, quand vous m'écoutez, est-ce que vous êtes en train de travailler ou pas? Alors, on pourrait se dire, bah non, vous n'êtes pas en train de travailler, vous êtes en train de, je sais pas, de vous divertir, de vous cultiver, de vous nourrir, mais vous n'êtes pas en train de travailler. Mais dans ce cas, quelle conception du travail est-ce qu'on mobilise quand on va répondre non? Et moi, oui, certes, je suis en vacances, mais mon métier, ce pourquoi je suis payée, c'est pour enseigner, c'est pour partager le fruit de mes recherches auprès d'un plus grand public. Donc, c'est exactement ce que je suis en train de faire maintenant. Donc, quelque part, je suis en train de travailler. Mais c'est pendant les vacances. Et c'est sur Facebook. Alors, il y a peut-être une première distinction qu'on pourrait opérer. Parce que entre le travail déjà et l'emploi. Hein, donc je reprends des idées d'Alain Soupiot sur le travail et l'emploi. C'est que si, imaginons je sais pas, peut-être qu'il y a un chômeur ou une chômeuse parmi nous. Si un chômeur ou une chômeuse est en train de regarder ce live, est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il travaille pas, quelle nuance on peut introduire entre le travail et l'emploi? D'abord, le travail par rapport à l'emploi, c'est une notion qui va être peut-être plus grande, qui a une plus grande amplitude, peut-être qui est plus humaine aussi que l'emploi. Parce que par exemple, on peut très bien travailler sans occuper d'emploi. Je pense, on prenait l'idée des, je sais pas, par exemple une femme au foyer ou un homme au foyer, quelqu'un qui s'occupe de ses enfants et de sa maison. Ok, donc peut-être qu'il ou elle n'a pas d'emploi, mais il ou elle travaille. Les étudiants, les élèves, toutes ces personnes-là, elles n'ont peut-être pas d'emploi, mais elles travaillent. On fournit un travail quand on est étudiant. Ou alors, l'inverse est aussi possible, c'est-à-dire qu'on peut avoir un emploi sans travailler. Je pense aux emplois fictifs, par exemple. On a un emploi, on ne travaille pas. Ou alors les petits jobs, le travail précaire. Alors, je ne sais pas si ça a coupé. Bon, non, on vous entend toujours, Cléo, c'est juste que l'image a sauté quelques instants, mais tout va bien. Ok. Donc l'autre chose, c'est voilà, c'est qu'on peut avoir un emploi sans travailler. Donc je vous disais, il y a l'emploi fictif, mais si on prend les petits jobs, le petit job étudiant ou là, qu'est-ce que c'est ou même tous les emplois précaires. Je sais pas si on a un petit job étudiant, peut-être que les parents pourront dire oui, mais ça c'est pas un vrai travail. Ou alors, si je sais pas moi, si je pense à des amis autour de moi qui ont une fibre artistique et qui vont prendre un boulot alimentaire, par exemple, très précaire, de courte durée, ils vont nous dire mais non, mais c'est pas un vrai travail ça, c'est pas mon vrai travail. Et pourtant, c'est quand même un emploi. À l'inverse, des personnes autour de ces personnes peuvent leur dire oui, mais quand tu fais du graphisme, du dessin, de la musique, en fait, c'est pas un vrai travail, ça. Donc, vous voyez que la distinction entre travail et emploi, elle nous permet d'introduire un petit peu des nuances. Donc, qu'est-ce qu'on entend par travail, qu'est-ce qu'on entend par emploi. Alors, quand je vous disais là, l'artiste, par exemple, qui va prendre un petit boulot alimentaire et qui va dire oui, mais en fait ça c'est pas un vrai travail, c'est que derrière on va connoter, enfin on va donner une valeur positive au travail. On va dire que le travail permet la réalisation de soi, que le travail ça permet de donner aussi du sens parfois à sa vie. Hein, quand on engage son corps dans une tâche. On s'investit et on est aux prises avec le réel et on développe une forme de réalisation de soi, on développe des compétences, on donne du sens à ce qu'on fait. Enfin, on peut avoir aussi du plaisir.
D'ailleurs, le travail, c'est valorisant, hein, quand on est heureux dans son travail. Toutes ces questions qu'on pose parfois dans la vie aux gens quand on les connaît pas, c'est toujours tu travailles dans quoi, c'est quoi ton travail, tu fais quoi dans la vie. Bah, quand on a des choses à dire, quand on aime son travail, on peut en parler des heures. Moi, quand ça m'arrive, si je veux expliquer mes recherches en philosophie, je peux parler très longtemps de ça. Donc on voit qu'il peut y avoir une, une valorisation en fait du travail, et dans l'histoire de la philosophie, vous trouverez dans les textes tout un courant de penseurs qui a beaucoup valorisé le travail. Hein. Ça peut être Kant, ça peut être Platon, Locke, enfin, il y a toute une tradition qui valorise le travail et qui montre les aspects positifs du travail. Même si dans le travail, il y a toujours une dimension, une part de contrainte. L'emploi, par contre, qu'est-ce que ce serait par rapport à travail, l'emploi? L'emploi, c'est plutôt le terme qu'on va utiliser quand on va faire des courbes, des statistiques, quand on va parler d'employabilité, quand on va, je sais pas, aider par exemple des étudiants à faire leur CV parce qu'ils vont devoir intégrer le marché de l'emploi. Hein. Donc l'emploi, tel qu'il est défini assez classiquement, c'est le moment où on va échanger l'obéissance contre la sécurité. Donc je vais décider d'obéir aux ordres d'un supérieur hiérarchique ou d'un patron, je lui obéis, je fais ce qu'il me demande, et en échange, j'ai la sécurité d'un revenu. Ça, c'est l'emploi salarié. Bien sûr, l'obéissance que je vais échanger contre de la sécurité, c'est une obéissance qui est négociée. C'est une obéissance qui va être, par exemple, bornée dans le temps, ou c'est une obéissance qu'on va monétiser, on va négocier le prix que cette obéissance a. Mais l'emploi, c'est ça. C'est vraiment l'échange de l'obéissance contre la sécurité d'un salaire. Et donc là, voilà, entre travail et emploi, il y a quelques nuances. Il y a des personnes qui peuvent, chez qui le travail et l'emploi, bon, c'est un peu similaire. D'autres personnes qui vont dire, bah en fait, moi j'ai mon emploi, mais ma vraie vie, elle commence après mon emploi. Elle commence à la fin de ma journée de travail ou d'emploi. D'autres personnes, au contraire, vont dire, bah en fait, quand je vis, je travaille. Je suis heureux. Bon, si je prends mon cas, mais justement, mon cas, je suis fonctionnaire, je travaille donc pour le service public. Bon ben moi, quand je vis, je travaille. Quand je suis en vacances, on pourrait dire que je travaille parce que qu'est-ce que je vais faire en vacances? Je vais lire des livres de philo. Donc à quel moment est-ce que je travaille? À quel moment est-ce que je ne travaille plus? C'est compliqué de mettre des bornes à ça. Alors après, la question intéressante, c'est de savoir à partir de quand le travail devient un emploi et pourquoi est-ce que le travail devient un emploi, ou même à partir de quand le travail ou l'emploi peut mener à des formes d'exploitation. Parce que si le travail a une dimension positive, hein, on en a un petit peu parlé, et c'est présent dans l'histoire de la philosophie. Dans l'histoire de la philosophie aussi, des penseurs ont critiqué le devenir exploité du travailleur. Je pense notamment à Marx, évidemment. Donc Marx, puisqu'on va parler un petit peu de livre. Il a aussi parlé beaucoup de la technique, Marx. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Il va nous parler de l'aliénation du travailleur. Hein, l'aliénation, c'est quand on est dépossédé de soi-même, c'est quand on est rendu étranger à soi-même, c'est le moment où on devient la chose d'un autre homme. Ou ce serait, on pourrait le traduire là dans les termes qu'on a utilisés aujourd'hui entre travail et emploi, ce serait le devenir emploi du travail. Et ce travail devient emploi ou devient exploitation à partir du moment où on perd le sens de ce qu'on fait. Et ça va arriver, c'est ce qu'explique Marx,
Marx, pardon, ça va arriver quand on va se mettre au service d'un autre homme et d'un autre homme qui détient les moyens de production. Ce qui va faire que quand je me mets au service d'un autre homme qui détient les moyens de production, je ne vais plus travailler pour moi-même, pour subvenir à mes besoins, pour me réaliser, mais je vais me mettre au service de ce propriétaire des moyens de production et donc je vais faire fructifier son capital. Prenons un exemple. Si je suis un paysan, je vais travailler, je vais cultiver ma terre et donc je vais pouvoir avoir à manger et donc c'est du travail très direct. J'ai mon tracteur, j'ai mes fourches, j'ai peut-être mes animaux, mais donc je détiens de quoi réaliser mon travail. Ça peut suffire. Si par exemple je suis employée par Amazon, là qu'est-ce qui va se passer? C'est Amazon qui a les hangars, c'est Amazon qui a les camions pour les livraisons, c'est Amazon qui détient peut-être les lignes de fabrication. Bon, donc on voit bien que si moi je travaille chez Amazon, par exemple, je connais pas bien comment ça se passe chez Amazon, mais j'imagine qu'on peut recevoir des commandes et qu'on va aller chercher dans les rayons. Quand je fais ça, je me mets au service d'un autre homme qui lui détient les moyens de production. Et le problème, c'est que à partir de ce moment-là, je vais travailler pour augmenter le capital d'Amazon. Et ce qui se passe, explique Marx, bon évidemment Marx ne parle pas d'Amazon, hein, je prends un exemple comme ça, c'est que ça va devenir, le but, ça va être de faire fructifier le capital et ça va être le rendement. Et donc c'est le rendement et l'augmentation du capital qui deviennent une fin en soi, et c'est plus du tout le travail ou le travailleur. Donc le travailleur, ne devient plus qu'un moyen pour l'augmentation du capital. Et quand le travailleur ou l'employé devient une ressource pour augmenter le rendement et faire fructifier le capital, le problème, c'est qu'on commence à s'installer dans une espèce de course folle où il va falloir réduire les coûts, où on en arrive où le travailleur devient quelque chose qui coûte. Et pour réduire les coûts, on va essayer de le faire travailler plus, pour moins cher, avec moins de repos, etc., etc. Et là, il y a le risque qu'on se retrouve en tant que travailleur complètement exploité, où on travaille pour vivre, où on travaille pour manger, par exemple, mais après, surtout, il faut manger pour être apte à travailler, et on perd un peu le sens de ce qu'on fait, on comprend plus, on fait partie on est mis dans des chaînes où on ne sait plus bien notre geste à quoi il sert, où on est coupé de la finalité de notre travail et on devient des pièces comme des pièces interchangeables, des humains interchangeables qui doivent coûter le moins possible et qui devraient devenir comme des machines en fait. Donc ça c'est un petit peu ce que raconte Marx. C'est pas le seul, hein, là je caricature un tout petit peu, mais c'est pour vous dire que dans le travail, il y a une vision positive, il y a quelque chose de valorisant, mais il y a aussi des éléments très négatifs qui peuvent voir le jour, entre autres avec l'exploitation du travailleur. Alors, si je reprends ma question, est-ce que je suis en train de travailler là maintenant? Alors, on pourrait dire que non, puisque je discute sur Facebook avec vous de choses qui me passionnent, en plus gratuitement. Mais en même temps, on pourrait dire, bah oui, je travaille parce que moi, je suis pas une employée, je suis une fonctionnaire, j'ai même pas de contrat de travail, hein, on n'a pas de contrat de travail quand on est fonctionnaire, on est affecté, on a une mission, on est affecté à un poste, et puis voilà, on se met au service du bien commun, du public, et c'est ça qu'on fait. Donc moi, je suis pas
en train d'être vraiment dans un emploi salarié du type échange de l'obéissance contre la sécurité. J'ai beaucoup de liberté, enfin, il y a toutes ces dimensions-là. Par contre, j'ai assez peu de moyens, mais ça, après, c'est des choix de société. Alors, donc, on pourrait dire, bah oui, je travaille, mais je ne suis pas exploitée et je ne suis peut-être pas en train d'être employée. On pourrait se dire ça. Mais c'est peut-être un tout petit peu plus complexe que ça. C'est que qu'est-ce qui se passe? Là, on est où? On est sur Facebook. On est sur Facebook et quand on est sur Facebook, qui est une plateforme gratuite, en fait, on est mis au travail. Ou alors, on n'est peut-être pas mis au travail, mais notre activité est captée et est valorisée par Facebook. Donc, en fait, je suis là une employée non rémunérée de Facebook. Et ça, c'est un petit peu ce que je vais vous expliquer. Enfin, vous connaissez sans doute ces thèses, hein, elles sont parfois assez connues sous le label du digital labor, donc le travail digital, ou le travail gratuit, ou le travail immatériel, on va revoir un petit peu tout ça. Comment ça se passe? C'est que Facebook, ou les plateformes numériques en général, hein, quand je suis sur Facebook, quand je parle, quand je poste du contenu, quand je discute, quand je like, quand je partage, je poste, je commente, quand je laisse des avis sur des endroits. En fait, quand je mène ma vie de tous les jours, quand je suis prise dans mes socialités ordinaires, souvent sur mon temps de loisir, en fait, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de produire de la donnée numérique qui va être captée et valorisée par Facebook. Donc, en gros, quand j'agis sur Facebook, je produis de la valeur pour Facebook. Donc, autrement dit, tous mes liens sociaux, numériques, toutes mes activités ordinaires, elles sont ramenées à un moment du rapport de production. Et ça se fait sans que j'en sois complètement conscient. Donc, c'est une forme d'emploi, mais d'emploi non rémunéré, invisible et implicite. Donc, on pourrait dire que c'est une forme d'exploitation, mais une exploitation douce. Alors, est-ce que ça a vraiment un sens? Est-ce qu'on peut parler d'exploitation douce? Ou est-ce que c'est pas une aberration de dire ça, voire une insulte? Y a-t-il de l'exploitation douce non rémunérée? Bon. Mais en tout cas là, la production du travailleur, donc juste mes activités quotidiennes, elle est détournée de mes mains à moi, hein, pour générer du profit. Donc là, je vais me baser sur des thèses. Je pense à un collègue, Yann Moulier-Boutan, sur le capitalisme cognitif, par exemple, où il va vraiment raconter, il parle pas directement du digital labor, mais il va dire que qu'il existe une forme de travail qui est cognitif. Donc, il va parler non pas de prolétariat, comme le faisait Marx, mais de cognitariat. Donc, en fait, l'idée, c'est que quand je travaille, quand je suis sur Facebook, je vous disais, je mène mes activités ordinaires et la plateforme va capter de la donnée et de la valoriser. Donc, je produis de la valeur pour Facebook quand j'agis, simplement sur Facebook. Mais en fait, mes actions ou mon travail, c'est un travail cognitif. C'est de la créativité, c'est de l'évaluation, c'est de la discussion. Donc, on est vraiment dans du travail que certains appellent immatériel. Alors là aussi, on pourra peut-être en discuter. Y a-t-il du travail immatériel? Est-ce que c'est quelque chose qui existe, ça, le travail immatériel? Déjà, est-ce que l'immatériel existe? Vaste question. Mais en tout cas, si je vais, je sais pas, si je vais donner un avis sur un restaurant, si je vais aimer un contenu, regarder une page web, tout ça, bon ben je me rends pas forcément compte que je suis en train de travailler, mais quand je regarde une page web, pendant que je la lis,
de la donnée est créée, de la métadonnée, pour être précis. Donc, on peut savoir combien de temps je suis restée sur cette page, depuis où j'y suis venue. Bon, tout ça, ça crée de la donnée et ça a énormément de valeur. Et quand je fais ça, je suis juste en train de montrer qu'un contenu est intéressant, puisque je suis en train de le lire. Et montrer qu'un contenu est intéressant, ça, c'est du travail cognitif, immatériel, mais qui a énormément de valeur. Quand un autre type de travail immatériel, digital, l'exemple qu'on donne souvent quand on veut parler de digital labor, c'est les CAPTCHA. Hein, vous savez, quand vous voulez vous créer un compte quelque part et vous devez dire, on vous pose cette question assez drôle, enfin moi, elle me fait beaucoup rire, c'est « Êtes-vous un robot ?» Et pour vérifier que vous n'êtes pas un robot, on vous fait faire une tâche qu'un enfant de 4 ans pourrait très bien réaliser, qui est, on va vous montrer quatre images, 4 photos, et vous devez dire sur quelle photo il y a le chiffre 19, ou sur quelle photo il y a un escalier. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on détermine si on n'est pas un robot. Je trouve que c'est une étrange manière de vérifier ça, mais donc voilà. On n'est pas des robots parce qu'on sait identifier une fenêtre ou un escalier sur une photo. Bah, pendant qu'on fait ça, ça va nous permettre d'avoir accès à un compte ou de créer un compte sur X ou Y plateforme. Mais en faisant ça, on entraîne les algorithmes à remarquer, à faire de l'analyse d'images en fait. Donc là, c'est une mise au travail cognitive, implicite et non rémunérée par les plateformes. Donc ça, c'est un exemple assez direct. Voilà, donc on a, pour reprendre cette question de est-ce qu'on est en train de travailler là maintenant? Alors, je suis pas prise dans un emploi salarié, mais je fais mon travail de fonctionnaire et en même temps, je suis en partie ce que je fais est capté par Facebook et mis au service de l'augmentation de son capital, sans vraiment que j'en sois consciente. Alors, dernière petite chose que j'aimerais bien mettre sur la table et dont on pourra discuter, c'est que, en fait, tous les grands acteurs du capitalisme numérique ou du capitalisme cognitif, comme dirait Yann Moulier-Boutan, c'est des acteurs qui savent capter la valeur à partir de l'activité vivante des individus sur une plateforme. Moi, j'agis, je vis, j'aime, je partage, je m'enthousiasme, j'adore les, je sais pas, X ou Y musique ou images. Et ben, pendant que je vis tout ça, les plateformes arrivent et vont capter les données générées par cette vie pour les valoriser, voilà, et les mettre au service de l'augmentation de leur capital. Alors, ça nous dit quoi? Qu'est-ce que ça peut nous apprendre tout ça de la technique? C'est que là, je vous ai pris l'exemple de Facebook, puisqu'on est sur Facebook, mais en fait, c'est un objet. J'utilise des objets techniques. J'utilise un ordinateur, vous aussi, ou un smartphone, une médiation technique, en tout cas. Et cette médiation technique, ce n'est pas juste un outil. Parce qu'on pourrait se dire, tiens, un objet technique, qu'est-ce que c'est? C'est quoi en philosophie? Comment on peut définir la technique? Eh bien, la technique, une des définitions assez habituelles, c'est de dire, bah, c'est un outil, c'est un instrument. C'est, je sais pas, si j'ai faim, qu'il y a une pomme en haut de l'arbre et qu'elle est trop haute pour moi, j'arrive pas à l'attraper avec mes mains, alors je vais fabriquer une échelle pour réussir à obtenir ma pomme. L'échelle, c'est mon outil, c'est mon objet technique. Donc, c'est une vision de la technique, en philosophie, qu'on va appeler anthropologique et instrumentale. Pourquoi? Parce qu'on va dire, bah, la technique, là, l'objet technique, c'est un instrument. C'est un instrument au service d'un humain. C'est un humain qui avait envie de réaliser quelque chose, et donc qui avait une fin en tête, et qui a développé un objet technique. On a perdu Cléo, je suis désolée, il y a eu une petite erreur de connexion. Elle ne devrait pas tarder à pouvoir nous rejoindre à nouveau.
Je vais essayer de rétablir la connexion avec elle. Alors, Cléo est en train de revenir. Laissez-nous juste un instant. Toutes nos excuses pour ce souci technique. Je pense que par ailleurs sur Facebook, vous avez un souci de chargement également. Alors le live devrait continuer. Excusez-moi, j'essaye de rejoindre Cléo à nouveau. Nous allons l'appeler. Alors attendez, je vais essayer d'appeler Cléo si nous sommes toujours en ligne. Je vais vérifier pendant ce temps que le direct fonctionne toujours. Allô Cléo, je crois que vous avez été déconnectée brusquement. Il me semble bien, justement, je m'étais arrêtée parce que D'accord. Est-ce que vous parvenez à vous reconnecter? J'essaye de. je vais rafraîchir le. D'accord. Je crois qu'en parallèle, ouais, n'hésitez pas. Alors là, je vois que vous avez quitté la room, que vous revenez. Je vous renvoie une invitation. Vous devriez pouvoir la rejoindre. Et je vérifie en parallèle que le live fonctionne toujours parce qu'il y a eu un petit souci. Ah, voilà. Parfait. La Cléo est de retour. Je suis navrée, on vous a perdu quelques instants. Bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est ce qui arrive. J'étais au moment où, je sais pas exactement où on s'est perdu, mais où je vous disais, qu'est-ce que c'est un objet technique? Exactement. J'avais donné l'exemple de la pomme. Je sais pas si c'était allé, si vous m'aviez entendu jusque-là. Ça a coupé en plein milieu. Je pense que vous pouvez, okay. Si ça vous ennuie pas de le reprendre. Alors, donc je disais, il y a une vision de la technique qui consiste à considérer la technique comme un instrument. Un instrument, ça veut dire que c'est un moyen au service d'une fin humaine. Ça veut dire que moi, en tant qu'humain, j'ai une fin en tête. Par exemple, je veux attraper cette pomme en haut de l'arbre. Je n'y arrive pas, donc je vais fabriquer une échelle qui va devenir le moyen d'atteindre ma fin. Comme si ce moyen était complètement neutre et qu'il n'allait rien changer à la situation. C'est une vision que moi je trouve fausse parce que déjà, une fois qu'on est en haut de l'échelle, on voit bien que le monde nous apparaît d'une toute autre manière qu'on n'avait pas anticipé. On se met à voir la cime des arbres, on se met peut-être à... on a un rapport au monde qui a complètement changé, première chose. Et deuxième chose, au moment où je fabrique l'échelle, où je me sers de mes mains, où je vais réfléchir à un problème technique, je suis en train de développer de la connaissance, du savoir, un savoir pratique qui a énormément de valeur. Donc l'objet technique n'est jamais qu'un simple moyen au service d'une fin. D'ailleurs, autre exemple, si je ne vous avais pas convaincu, si on prend la question des armes, par exemple aux États-Unis, hein, il y a beaucoup de débats autour de ça, et on va vous dire mais non, mais de toute façon, c'est jamais le couteau qui tranche la gorge ou ce n'est jamais le pistolet qui tue. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Sous-entendu, l'objet technique n'est qu'un moyen et tout dépend comment l'humain s'en sert pour quelle fin. Mais ça n'a absolument, pour moi, aucun sens de considérer la chose comme ça. Parce que imaginons que quelqu'un, là, rentre dans la pièce maintenant avec un pistolet, qu'il l'utilise ou qu'il ne l'utilise pas, ça change absolument tout à la situation. Je suis transformée. L'introduction de cet objet technique dans la pièce me transforme puisque je deviens quelqu'un de tuable à bout portant. Donc, ma situation à moi a changé. La relation que j'ai avec le potentiel tueur a également changé. Donc, l'introduction d'un objet technique dans le monde change absolument tout. Donc, la technique, c'est pas juste un instrument. C'est quelque chose qui introduit une modification dans le milieu de l'humain, dans son milieu de vie. Là, on voit avec le numérique, ce que je vous racontais avec le travail immatériel, c'est que quand on va introduire un objet technique de type informatisé dans le monde des humains, ça va transformer
déjà leurs relations. On est capable d'avoir des relations à distance, sur un autre mode que ce qui était possible avant qu'on utilise ce type de technique. Mais en faisant ça, on introduit donc une médiation. Là, par exemple, je discute avec vous à travers Facebook et puis des smartphones. Tout ça, ça introduit quelques modifications. C'est que, entre autres, ça permet de tracer mes activités. Tout ce que je fais ou dis crée de la donnée, crée de la métadonnée qui peut être captée, qui peut être valorisée, qui fait fonctionner l'économie, qui fait fructifier les grands acteurs du capitalisme cognitif et compagnie. Donc, c'est jamais neutre un objet technique. Ça change la donne, ça modifie. Et j'aimerais juste conclure sur ce qu'on est en train de vivre actuellement avec le confinement et donc l'usage massif des technologies de l'information et de la communication pour continuer notre travail. Dans l'éducation, on appelle ça la continuité pédagogique. Mais pour moi, c'est un leurre, et vous en aurez sans doute toutes et tous fait l'expérience. Ce n'est pas la même chose. On peut pas considérer que la technique arrive et vient se substituer à de l'existant. La technique, c'est pas hop une prothèse qu'on met pour réparer la situation. Si je me casse une jambe et que je prends une canne, je ne vais pas marcher du tout de la même manière. Je n'aurai pas du tout le même rapport au trottoir, à la route. Enfin, mes déplacements sont plus lents. Je vais peut-être, par contre, découvrir d'autres choses. Je vais avoir un autre rapport au territoire, un autre rapport aux autres. Enfin, donc, j'apprends, mais il y a aussi un coût. Là, si j'introduis des technologies numériques pour travailler à distance, on peut pas considérer que le travail va rester le même. On peut pas considérer que nos activités vont rester les mêmes. Ça introduit un changement dans ce qu'on vit. Donc, c'est là où je me dis, peut-être que parler de continuité pédagogique ou de continuité du travail ou du travail à distance, c'est peut-être pas exactement les bons termes, puisque non, la vie ne continue pas comme avant. La technique, c'est pas juste une prothèse, un instrument qui nous permet de réaliser tout ce qu'on avait envisagé en amont sans que ça ne change rien. Au contraire, la technique change le monde, c'est un acteur à part entière qui transforme nos activités, qui transforme nos relations et qui génère un coût et qui génère des transformations. Et je pense qu'il faut qu'on les prenne au sérieux. On va tous finir complètement fous si on croit qu'on va pouvoir continuer à travailler comme avant alors qu'on le fait à distance. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Vous me direz, on pourra peut-être avoir cette discussion tout à l'heure. Mais voilà, un objet technique n'est jamais neutre. C'est vraiment, il transforme le milieu, il transforme ce qu'on vit, il transforme notre rapport au monde, et c'est pour ça qu'il est intéressant. Voilà, après, bon, j'ai plein d'autres exemples, mais je crois que le but, c'est aussi qu'on discute un peu. Donc, si ce que je vous ai raconté suscite des questions chez vous, je reste disponible pour en parler. Et bien sûr, j'ai été un peu rapide, un peu caricatural, et voilà, mais bon, en 20-30 minutes, je pense que c'est déjà pas mal. Alors, je sais pas si vous m'entendez, ouais. Oui, on vous entend toujours, Cléo. Merci beaucoup pour cet exposé passionnant. On a eu beaucoup de commentaires et de réflexions tout au long de votre intervention. Si vous voulez bien, je vous propose qu'on commence par prendre quelques questions qui ont été posées par l'audience. Je vous en prie. Alors, on a eu une petite interruption de streaming tout à l'heure. Donc, si jamais je ne pose pas votre question, n'hésitez pas à la reposer dans les commentaires parce qu'il se peut que certains des commentaires aient disparu du fait de cette interruption. Alors, nous avons notamment une question, excusez-moi, je remonte, une question d'Ogen qui demande, alors qui est une question que vous avez abordée et qui, je pense, est une question assez classique, qui demande si la technique au travail constitue une forme d'aliénation, Cléo. On parle de quelle technique? Est-ce que c'est la technique en général ou est-ce que la personne pensait à une technique en particulier? Alors là, je pense que Eugène parle de la technique en général. Ceci dit, n'hésitez pas à préciser votre question, Eugène. Et par ailleurs,
je pense qu'il y a aussi une partie de la question qui revient qui pense sur les nouvelles technologies et sur justement toute cette économie numérique qui est en train Oui. de se mettre en place, ou qui est déjà en place en réalité. Alors, si on veut répondre un peu à la marxiste, on pourrait dire que l'usage de plateformes ou d'outils propriétaires, comme Facebook, comme Google, comme il y a beaucoup Zoom qui marche très bien en ce moment dans les plateformes à distance. Donc, toutes ces plateformes propriétaires, de nouveau, on a des propriétaires qui ont la propriété des moyens de production, on pourrait le formuler comme ça, mais en tout cas, c'est à eux qu'appartient le code, c'est à eux qu'appartient la plateforme, ce qu'on y fait, les données qui y sont générées. Donc là, après, ça peut ne pas nous déranger, on peut ne pas se sentir très aliéné par le fait de travailler pour Facebook en postant des vidéos de chaton ou en téléphonant ou en faisant une visioconférence avec ses collègues. On peut ne pas se sentir très exploité ou aliéné, et à l'inverse, on peut se sentir très aliéné. Dans ce cas, il y a tout le logiciel libre et les plateformes non propriétaires là qui poussent à ce que les citoyens ou les usagers se réapproprient leurs moyens de production. Là, peut-être que ça pourrait être moins aliénant. Par contre, ça a un prix. C'est que ça fonctionne souvent moins bien dans un premier temps, parce que ensuite, quand la communauté développe, ça devient très stable. C'est juste que évidemment, c'est du travail là pour le coup. C'est pas des employés qui vont coder les infrastructures ou le logiciel, mais par contre, c'est des travailleurs et le travail parfois ça prend plus de temps, mais ça peut être efficace. Donc oui, exploitation, aliénation, sans doute. Après, on n'est plus dans le même type de capitalisme qu'à l'époque de Marx. Donc l'aliénation a sans doute aussi un peu changé de forme. Quand on est... alors là, attention, c'est très situé. Je parle de personnes qui ont certains moyens, qui ont de l'électricité, qui ont des téléphones, des smartphones, des ordinateurs. Donc on est assez bien lotis. Donc, on est face à une forme d'aliénation et d'exploitation sans doute qui est plus souple avec ces techniques-là. Je ne sais pas si ça répond, mais... Oui, je pense que ça donne en tout cas quelques pistes de réflexion et des critères de différenciation entre les différents cas de figure qui peuvent exister. Cléo, on a aussi une question alors qui soulève ce paradoxe que vous allez souvent entendre autour du travail entre aliénation et libération de l'homme. Comment est-ce qu'on peut concilier ces deux phénomènes au sein d'un même concept qui est celui du travail? Je trouve que l'audience est plus philosophe que le philosophe, là. D'habitude, c'est le philosophe socratique qui pose les questions. Donc, je me fais travailler par les philosophes qui sont dans l'audience. Comment on s'en sort? Travail, la question, c'est entre le travail et... En fait, l'articulation entre la liberté et la contrainte. Si je comprends bien, c'est un petit peu ça. Moi, ma manière de répondre, et ça va avec les choix que j'ai faits dans ma vie, et quand on est philosophe, on essaye d'avoir des actes qui correspondent à ce qu'on pense. Moi, pour moi, le travail, je ne peux concevoir que le travail. Pour moi, l'emploi est pas un rapport qui me convient, parce que j'ai besoin de prendre soin, j'ai besoin de mettre mon temps au service du bien commun. Et je ne peux travailler qu'au service du bien commun et par passion. C'est les deux choses. Donc, ma façon à moi, c'est d'avoir contourné l'emploi salarié pour la fonction publique. Mais il y a plein d'autres manières. On peut aussi, il y a la vie associative, il y a les militants, par exemple, du revenu de base, du revenu inconditionnel, il y a les hommes et les femmes au foyer, il y a des personnes aussi qui sont très épanouies dans leur emploi, qui aiment leurs employeurs, qui aiment leurs patrons, qui arrivent à donner du sens à leur activité, qui sont contents de travailler pour leurs entreprises. Je pense que dès le moment où on comprend à quoi on sert, où on se sent valorisé dans nos tâches, où on a une vision un peu plus grande de ce qu'on fait,
aussi où on peut engager notre corps d'une manière qui fait sens pour nous. Je pense que là, il y a de la contrainte, mais on s'épanouit dans cette contrainte aussi. Merci beaucoup, Cléo. Vous parliez, en parlant du bien commun dans votre expérience personnelle et en parlant des principes qui guident vos choix par rapport au travail, vous soulignez aussi le rapport entre travail et peut-être valeur morale, ou en tout cas la valeur morale qu'on lui accorde. Qu'est-ce que, quel est le lien selon vous philosophique entre les deux? Et à l'ère du numérique, comment est-ce que les deux peuvent comment est-ce qu'on peut concilier les deux? Quels sont les écueils auxquels on peut être confronté? C'est la valeur morale du travail, c'était ça? C'était autour de Oui, ça c'est ça. Oui, les liens entre travail et valeur morale, puisque quand vous citez la nécessité pour vous d'œuvrer au service du bien commun, finalement, c'est une valeur morale inhérente à vous, à laquelle que vous essayez de concilier avec la contrainte du travail. Oui, alors moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et puis évidemment, je sais que j'ai beaucoup de chance, que je suis privilégiée parce que j'ai pu arriver à ça. Hein, voilà, il y a plein d'autres manières de se retrouver. Je sais pas, il y a aussi, bon, je pense aux petits entrepreneurs qui souffrent, je pense beaucoup aujourd'hui dans le cadre du confinement, qui ont aussi fait des choix, qui arrivent à donner beaucoup de sens à ce qu'ils font, qui aiment. Je sais pas, moi, je viens aussi. C'est pas que je veux tout ramener à moi et parler de moi, mais c'est que j'ai beaucoup de mal à réfléchir en général. Moi, il me faut toujours des exemples concrets. Donc, j'ai beaucoup de gens autour de moi, dont dans ma famille, qui sont dans l'hôtellerie. C'est des métiers d'accueil. C'est. Alors là, il y a peut-être rien de moral en soi, mais n'empêche qu'on peut avoir du plaisir à offrir de l'hospitalité. Certes, c'est des clients. Bien sûr, on est dans un rapport où on échange de l'argent et c'est marchand, mais on peut on peut arriver à comprendre le soin. En fait, moi j'aime bien les travailleurs du soin, du care. Hein, c'est comme ça que le courant de recherche là-dessus, enfin, comme ça qu'on le qualifie. Mais il y a toujours une dimension, une forme de soin dans ce qu'on fait. Quand on va, même les travailleurs d'Amazon, bon, je pense qu'ils ont peu de marge de manœuvre, mais juste quand on demande à un collègue comment il va, tout ça, c'est des moments où on prend soin les uns des autres. C'est des moments qui ont aussi beaucoup de valeur. Et là, dans le travail à distance, ben, on se retrouve toute la dimension soin, la dimension travail de nos emplois, peut-être disparaissent un petit peu. Ouais. Parce qu'on doit réaliser nos tâches, faire les objectifs, envoyer des mails pour y arriver, faire je ne sais quoi, utiliser des outils pour arriver à ces tâches-là. Mais toute la dimension soin, lien avec les collègues, je sais pas, toutes ces choses-là, où est-ce que ça disparaît? Où est-ce ben, on va peut-être faire autrement. Peut-être que tout ça, on va avoir plus de temps pour nos enfants si on en a, puisqu'on travaille à la maison, qui sont là, pour les gens avec qui on vit. Enfin, les choses se rétablissent. Ouais, la morale, pour moi, à partir du moment où il y a du soin, par exemple, il y a une valeur positive dans le travail. Merci beaucoup, Cléo. Il y a sans doute d'autres questions, mais sinon je peux un peu élaborer là-dessus. J'ai des choses à dire, mais J'allais vous dire, ça rejoint le commentaire que Muriel a posté, qui dit, attendez, excusez-moi, j'ai un problème de son qui est un petit écho. Alors, ça rejoint le commentaire de Muriel Guéra qui dit c'est vrai, la continuité pédagogique n'est pas la même. Alors, elle parlait de votre réflexion sur le fait que quand on parle de continuité, c'est peut-être pas le bon mot. Et elle nous dit et être AESH auprès d'un élève handicapé en gardant les distances de sécurité et en portant un masque serait très difficile pour tout le monde. Effectivement, c'est typiquement le genre de métier où, au-delà de l'accompagnement technique qu'on peut offrir à la personne qu'on accompagne, il y a aussi toute une dimension de soins qui en fait la valeur. c'est ça, c'est ça. Je vous propose une autre question de Patrick qui nous dit la technique n'est-elle pas dédaignée par le gouvernement
Je veux dire, comment cela se fait-il qu'une grande partie des enseignants doivent utiliser des plateformes telles que Facebook, Zoom? L'éducation nationale n'a-t-elle pas à disposition des outils publics indépendants et souverains? Et donc on revient sur cette question de l'économie numérique et des outils propriétaires versus les outils libres. Euh, Qu'est-ce que vous en Ah dites, oui, Cléo? mais pour moi, merci pour cette question. Pour moi, c'est un scandale. Je me suis refusée à utiliser une quelconque plateforme propriétaire pour assurer la continuité du service public. Là, ce qu'on est en train de faire maintenant, moi, je suis pas une anti-Facebook, ça n'a rien à voir. J'aime bien Facebook, mais pas pour assurer ma mission de service public en période de crise. Là, pour moi, il y a des problèmes de principe. Et effectivement, je vous cache pas que ça a été très compliqué. Tous les enseignants et les chercheurs qui ont essayé de suivre leur choix éthique, on s'est retrouvés dans des cauchemars. Rien ne fonctionne, il y a pas de solution. C'est bon, on réinvente nos enseignements autrement. Mais je suis d'accord. Pour moi, la souveraineté numérique, il faut absolument que la France développe ses outils, quoi, et que c'est quand même important. On peut pas devoir passer par Facebook pour assurer nos cours parce qu'il y a une épidémie. Pour moi, ça pose de gros problèmes. Et là, on est dans l'enseignement, mais la recherche, c'est pareil. Et en recherche aussi, il y a des histoires de propriété intellectuelle. C'est du savoir qui appartient en fait à la France. Pas que je sois. Enfin, c'est pas du nationalisme ou je ne sais quoi, mais c'est un moment où on ne peut pas dépendre d'acteurs privés, en plus qui ne sont pas français, pour assurer le service public français. Je suis d'accord. Comment ça se fait? Bonne question. Bon, après, on peut avoir des réponses, hein, mais il y a des logiques mises en place où c'est pas le bien commun qui l'emporte dans les décisions, quoi. Oui, quand vous parlez des travaux de recherche, des résultats qui appartiennent à la France, je pense qu'il y a non seulement la question effectivement des financements, mais aussi la question du public versus le privé et cette notion de bien commun public qui finalement est la notion qui préside autour des logiciels open source, des contenus open access, cette idée qu'un certain nombre de biens appartiennent à la communauté et où il y a bien sûr des règles d'utilisation, mais où ces biens sont gérés par la communauté parce que ce sont des biens fondamentaux qui devraient bénéficier à tous. Oui, et puis justement, quand c'est ouvert, que c'est commun, on en prend soin, quoi. C'est nouveau, c'est la même logique que j'évoquais tout à l'heure. Et je crois que, après, moi, je comprends hein, mes collègues qui ont été pris de court. On a tous été pris de court et qui ont décidé d'assurer coûte que coûte leur mission. Et puis, peu importe la plateforme. Moi, ça n'a pas été mon choix parce que je trouve que c'est aussi important de montrer quand ce n'est pas possible d'assurer une continuité. Il faut qu'on le dise. Il faut, voilà. Merci beaucoup Cléo. Peut-être une dernière question qui porte sur la comparaison entre le travail physique et le travail intellectuel et à quel point cela en fonction du type de travail dont on parle, à quel point cela change les principes que vous avez énoncés précédemment autour de l'aliénation, de la libération au contraire. D'accord, au sens où si on fait du travail, disons en usine, où on met à la disposition du patron la force de nos bras, où là on comprend bien peut-être comment on est exploité. Et Exactement. La question, est-ce que je l'ai bien compris, c'est par où passe peut-être l'exploitation ou la contrainte quand il s'agit de travail cognitif ou immatériel. Ok. Oui, je pense que c'est ça. Ouais. Alors, il y a toujours le fameux Yann Moulier-Boutan, mais là c'est un autre livre, ça s'appelle L'abeille et l'économiste. Ça va répondre. Hein. Il explique là-dedans, il y a une petite fable au début que je vous invite à lire, c'est très intéressant. Il dit, alors La Fontaine nous a toujours parlé de la cigale et de la fourmi.
Donc, ou bien on est fourmi, travailleuse, c'est bien, on capitalise et puis comme ça, on a des ressources et bon, en cas de famine, on s'en sortira. Sous-entendu, il faut travailler et capitaliser. Sinon, on est des méchants de cigales, on fait rien, on est des oisifs, on profite de la vie et puis voilà, on va mal finir. Donc c'est une c'est une fable qui vante les mérites du travail et de la capitalisation. Yann Moulier-Boutan, dans L'abeille et l'économiste, raconte, enfin, on peut contourner cette fable de La Fontaine en introduisant un nouvel acteur qui est l'abeille. Et il explique que voilà, il y a un propriétaire qui a des champs sur lesquels il y a des ruches, et puis les ruches d'un voisin. Et donc le voisin, ce qu'il fait, c'est qu'une fois par an, il va venir voir le propriétaire, il lui donne du pot de miel, il passe une soirée à boire des verres et puis à refaire le monde, et ils s'entendent bien, et au revoir, merci, tout va bien. Et un jour, ce propriétaire meurt, donc c'est son fils qui a fait des plus grandes écoles de comptabilité du monde, qui reprend la chose et il dit: non, mais là, ça va pas. Mon père se fait arnaquer depuis le début par cet apiculteur. Moi, l'apiculteur, je vais lui faire payer un loyer parce qu'il n'y a pas de raison qu'il mette ses ruches sur mon terrain sans payer. Et l'apiculteur, il dit: d'accord, je viens, on va en discuter. Mais laisse-moi revenir demain. Et il revient le lendemain et il dit: ok, alors t'as raison, j'ai fait les comptes. Alors, sans mes abeilles, il n'y a aucun de tes arbres qui poussent, il n'y a rien qui fonctionne, tu ne peux plus faire du tout d'agriculture. Donc, je te propose, effectivement, dans les comptes, c'est toi qui me dois un certain nombre de millions d'euros. Donc, pas de problème, si tu veux commencer à quantifier, on va le faire, mais c'est toi qui me dois de l'argent, c'est pas moi qui t'en dois. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les abeilles qui pollinisent, en fait, certes, elles veulent faire du miel, faire de la cire, donc elles produisent de la matière. Mais derrière, ce qui fait énormément de valeur, c'est leur activité de pollinisation. C'est le petit pollen qui tombe de leurs pattes quand elles butinent et qui permet à la vie d'avoir lieu, quoi, et de se dérouler. En fait, le travail cognitif, c'est ça, c'est de la pollinisation. Donc l'exploitation, elle va pas être directe comme si on allait piquer le miel de l'abeille, mais c'est quand on va venir piquer le pollen. Et quand on vient piquer le pollen, en fait, on détruit la possibilité à la vie de continuer, de la fructification, de la floraison, tout ça, ça n'a plus lieu. Et l'exploitation du travail cognitif, c'est aller piquer le pollen. Donc ça veut dire que moi, quand je discute avec quelqu'un que j'aime bien sur Facebook, ou là, disons, on passe tous un bon moment, alors on est en train de polliniser. Et ben, qu'est-ce que va faire Facebook? Bon, peut-être pas là tout de suite, mais c'est aller prendre cette pollinisation et se l'accaparer. Donc l'exploitation, elle est plus souple, peut-être plus pernicieuse, c'est difficile. C'est en fait l'ennemi, si on veut le thématiser comme ça, a un peu changé de face, quoi. On est dans des rapports beaucoup plus souples. C'est plus implicite, c'est plus indirect, mais ça veut pas dire que c'est moins grave, ou peut-être que c'est moins grave. Je sais pas. Merci beaucoup. En tout cas, oui, c'est peut-être moins tangible, mais ça n'en a pas moins des conséquences sur notre environnement. C'est ça. Merci énormément, Cléo, pour votre temps, pour votre intervention, d'avoir partagé vos réflexions et vos travaux de recherche avec nous. Je crois que nous avons répondu à la majeure partie des questions qu'il y avait dans le commentaire. Vous retrouverez cette vidéo de Cléo sur notre page Facebook tout de suite après le live. Et nous avons également posté toutes les références que Cléo a citées durant la conférence. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez prolonger cette réflexion et continuer à approfondir ces sujets. Cléo, est-ce que vous auriez peut-être une dernière réflexion, un dernier conseil sur lequel nous laisser autour du travail en cette période de confinement? Prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres et ne pensez pas que tout continue comme avant. La technique, c'est pas une solution qui arrive pour résoudre les problèmes sans rien changer. On ne peut pas continuer comme normalement. Là, il y a des ruptures, il y a des transformations. On utilise des outils, mais ces outils transforment la nature même de nos activités. Et
Et ne jamais oublier ça. La technique, c'est pas neutre. C'est pas une prothèse qu'il suffit qu'on mette comme ça sur les gens pour que tout fonctionne comme avant. C'est quelque chose qui nous augmente, qui nous transforme. Et acceptons ça. Ça modifie en profondeur notre travail, nos rapports aux autres, et pour le meilleur comme pour le pire. Mais soyons bienveillants et acceptons ces transformations-là. Merci beaucoup, Cléo, pour ce sage conseil et ces réflexions à garder en tête durant cette période de confinement.